Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier cette présence qui m'est si chère, si précieuse et qui accompagne Kalimar dans ses activités, dans son militantisme pour le livre, pour le mot, pour l'art, pour la culture, pour l'éducation, pour Meknès. Encore une fois, merci. Et je remercie également notre invité, tout aussi précieux que vous tous, un frère et le mari d'une sœur, Monsieur Fouad Mehdi. Alors, je commence ce café culturel par une présentation de Monsieur Fouad Mehdi. Alors, Fouad Mehdi est un chercheur et écrivain marocain spécialisé dans la littérature contemporaine et le roman marocain. Il est agrégé de lettres françaises et ancien élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Il est actuellement enseignant-chercheur à l'Université Moulay Ismail à Meknès, au département de littérature française. Son travail allie rigueur académique et passion pour l'analyse littéraire. Fouad Mehdi est l'auteur de plusieurs ouvrages et essais de référence sur la littérature marocaine. Parmi eux, À l'écoute des écrivains marocains, Virgule édition 2019, dans lequel il explore les voies narratives et éléments romanesques du Maroc contemporain. Alors, à l'écoute des écrivains marocains, c'est le livre jaune. À l'écoute des écrivains marocains, 2019, Virgule édition. Rira bien qui lira la littérature marocaine, toujours Virgule édition 2022, un essai sur l'humour et la satire dans le roman marocain, qui propose une analyse approfondie des stratégies, des topics et des valeurs qui structurent le rire marocain. Son approche se caractérise par la précision et l'érudition sans lourdeur, la capacité de relier la textualité et la vie sociale, une volonté de montrer que le rire, qu'il soit humoristique ou satirique, est une posture existentielle et une vision du monde. À travers son dernier ouvrage, Fouad Mehdi explore la complexité du roman marocain et du rire qui le traverse, révélant la richesse et la singularité de la littérature marocaine contemporaine. S'il vous plaît, ce micro. شكون اللي مكلف بهذا الميكرو؟ هزو شويه. Merci. Voilà, comme ça. Donc, ce fut une courte présentation de ce grand monsieur dont j'aurais pu lire des pages et des pages. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Comment vous allez compléter cette présentation, monsieur Fouad? ميرسي مدام هدى الحضور الكريم. شكرا جزيلا استاذه هدى على هذه الدعوه. اشكرك طبعا على المجهود الجبار اللي كتقومي به من اجل الثقافه في مدينه مكناس. اشكر الحضور الكرام، اشكر بطبيعه الحال زوجتي، الصديقات والاصدقاء، l'Oustada Hermassi, l'Oustada Diali, mon professeur. Ensuite, j'ai peur d'oublier quelqu'un, mes étudiantes, mes étudiants qui ont répondu présentes et présents pour cette invitation qui va me permettre de présenter un ouvrage sur un thème qui me tient particulièrement à cœur. Vous n'avez rien oublié, peut-être même, je ne sais pas si je mérite les éloges de tout à l'heure. En tout cas, voilà, merci beaucoup, mais en tout cas, on aura l'occasion de revenir sur
l'ouvrage qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi, Fouad. Alors, tout d'abord, avant de commencer la discussion avec vous, permettez-moi de vous lire ma lecture modeste, assez courte, parce qu'un livre comme ça nécessite beaucoup d'encre, mais le temps ne le permet pas. Et donc, voilà, j'ai essayé de dire le nécessaire, l'essentiel. Donc, ma lecture de Rira bien qui lira la littérature marocaine, celui-là. Dans son essai publié en mars 2022 chez Virgule Éditions, Fouad Merdi propose une exploration approfondie du rire marocain dans le roman, revisité depuis les premières œuvres jusqu'aux productions contemporaines, avec la précision d'un érudit et la clarté d'un passeur de savoir. L'auteur étudie le rire sous ses deux formes majeures, l'humour et la satire. Mais ce qui distingue son approche, c'est la capacité à lier le détail le plus infime à une lecture d'ensemble, permettant de saisir les mécanismes et les enjeux qui traversent ses écritures. L'ouvrage ne se contente pas de recenser des situations comiques ou satiriques. Il interroge les textualités même du rire, ses stratégies, sa rhétorique et les valeurs implicites qui le sous-entendent. Le rire y apparaît comme une posture à la fois engagement et distance, qui traduit la conscience du romancier rieur face au monde et à ses contradictions. Ce n'est pas un simple divertissement, ni un amusement éphémère, mais un acte réfléchi qui révèle autant l'auteur que la société qu'il décrit. Fouad Merdi montre que le rire marocain n'est pas uniforme, il est pluriel, complexe et souvent contradictoire, à l'image du Marocain lui-même. Il peut se faire instrument de défense, moyen de critique sociale ou encore voix pour exprimer une subjectivité face à l'autorité et aux normes collectives. En questionnant le pouvoir, le dogme ou les habitudes sociales, le romancier rieur crée parfois un monde inversé où les codes sont bouleversés, invitant le lecteur à une réflexion subtile sur le rapport entre liberté individuelle et contraintes collectives. La force de cet essai réside aussi dans son travail de synthèse. Fouad Merdi ne se limite pas à analyser des œuvres isolées, il établit un panorama cohérent du rire marocain, montrant ses continuités et ses évolutions. La matière première du rire, qu'il s'agisse d'humour ou de satire, est souvent la contradiction, tension entre distance et implication, sérieux et dérision, norme et transgression. Cette attention aux nuances permet de comprendre pourquoi le rire peut à la fois séduire, provoquer et interpeller. Au final, Rira bien qui rira la littérature marocaine n'est pas seulement un essai sur le rire, c'est un voyage à travers le roman. C'est un voyage à travers le roman marocain, une réflexion sur la manière dont l'humour et la satire façonnent une vision du monde et la conscience de ceux qui écrivent et lisent. L'ouvrage de Fouad Merdi mérite d'être lu et discuté, tant pour sa richesse analytique que pour son invitation à percevoir la littérature marocaine sous un angle neuf, subtil et profondément humain. Voilà. Donc, c'était ma petite lecture. Excusez-moi, je sais qu'il manque beaucoup de choses. Votre livre est tellement riche. Votre écho m'intéresse.
très sincèrement, c'est une lecture particulièrement sérieuse et surtout, je dirais, qui rend compte de l'essentiel, justement, de l'intention qui a présidé à l'élaboration de ce livre, qui était justement de trouver un équilibre entre ce qui apparaît aujourd'hui comme étant des démarches un peu qui se tournent le dos, c'est-à-dire les approches idéologiques et les approches textuelles. Le fait de considérer, pour simplifier les choses, le fait de considérer le texte littéraire simplement comme un support d'idées et donc d'une certaine manière faire l'impasse sur ce qu'on appelle la littérarité, la qualité littéraire du texte littéraire, ou alors le textualisme, c'est-à-dire le fait de focaliser l'attention uniquement sur les structures textuelles, ce que vous avez appelé à juste titre la textualité. Donc mon approche s'engouffre dans l'entre-deux en essayant de trouver un équilibre entre l'approche idéologique, dont on ne peut pas faire l'économie quand on travaille sur le discours littéraire, et l'approche textuelle pour ne pas sacrifier la beauté. Voilà, pour tout dire, la beauté du discours littéraire. Donc, merci beaucoup, Madame Fishtali, pour la qualité de cette lecture. Vous savez, ça fait peur de faire une lecture, la lecture des livres aussi importants, aussi précieux. Ce n'est pas toujours facile. On ne sait jamais si l'auteur est satisfait de la lecture qu'on fait. On voit des gens faire des lectures, mais vraiment, j'aurais aimé vous proposer ma lecture avant de venir ici, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Et donc, merci d'avoir aimé, d'avoir apprécié cette lecture. Donc, on passe au livre que j'aimerais bien te lire entre les mains. Merci. Avant de l'ouvrir ce livre, on aimerait bien s'arrêter sur la couverture et le titre. Commençons par le titre, Monsieur Fouad Mendy. Rira bien qui lira la littérature marocaine. Déjà, ça fait rire, ce titre. Oui. Pourquoi exactement cet adage si connu de nous tous? Vous avez tout à fait raison de le souligner. Je voulais que le titre du livre soit un peu le porte-drapeau de la tonalité du livre, c'est-à-dire que, en fait, le titre qui m'est venu un soir, tout à fait par hasard, je voulais véritablement, d'abord, qu'il soit à l'image de ma démarche, puisque la thèse que je soutiens, c'est que l'humour, le rire de manière générale, on aura l'occasion d'en parler, l'humour dans ces trois dispositifs textuels, c'est-à-dire le comique, la satire et l'humour, eh bien, dans ces trois dispositifs, c'est un travail sur la langue. Parce que la littérature marocaine a cette particularité d'entretenir un lien avec d'autres idiomes. Et en particulier, naturellement, Darija, puisque l'humour marocain retravaille Darija, comme on peut le constater énormément chez beaucoup d'auteurs marocains, contemporains en particulier, mais pas seulement, Driss Charaibi en particulier. Et il y a aussi un travail sur la langue française elle-même, pour la rendre d'une certaine manière étrangère aux Français eux-mêmes. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est le fait de s'approprier la langue française pour y trouver une sorte de chez-soi, mais un chez-soi qui soit étranger, un peu étranger pour les Français eux-mêmes. Je constate que, par exemple, lors de la présentation d'œuvres littéraires, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, le public, la première question qu'il pose à un auteur, c'est « Pourquoi vous êtes marocain et vous écrivez
en France? Oui, la première question. Ça, c'est une question qui revient malheureusement avec beaucoup de récurrence. Et donc, je voulais justement montrer à travers ce détournement d'un aphorisme très célèbre, rira bien qui rira le dernier, n'est-ce pas, pour effectivement montrer que la subversion se trouve au cœur justement de l'ouvrage. Pour ce qui est du tableau, le tableau, je n'y suis pour rien. C'est l'éditeur qui l'a imposé, voilà, qui me l'a imposé, mais au final, je le trouve assez beau. Enfin, il n'est pas particulièrement représentatif. Exactement, parce qu'il est le visage du monsieur est triste. Oui, donc, mais l'édition, le livre en tout, il est très bien fait, le papier et tout. Alors au final, Madame Fichteli, j'ai donné mon accord parce qu'on m'avait proposé beaucoup d'autres tableaux. J'ai donné mon accord pour ce tableau, d'abord parce que c'est une artiste marocaine qui est très célèbre, en particulier en Belgique. Et deuxièmement, parce que dans le livre, je consacre un chapitre à la question que vous avez eu la gentillesse d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire les valeurs, le qiyam, l'humour et les valeurs. Et dans ce chapitre, je prétends humblement parler d'un nouveau concept qui est la conscience humoristique. Parce que les Occidentaux parlent beaucoup de conscience tragique. Moi, j'ai voulu, s'agissant du corpus marocain, parler de conscience humoristique. La conscience humoristique, c'est la conscience tragique dépassée par le plaisir de rire de soi. Et donc, la conscience tragique se trouve au cœur du rire marocain. Et il me semblait que le tableau était représentatif de cette conscience tragique qui se trouve au cœur de la conscience humoristique, mais avec évidemment un dépassement de la conscience tragique. C'est ce que, en tout cas, je propose de baptiser dans le livre du nom de conscience humoristique. Oui, en effet, ne trouvez-vous pas, ça c'est une question qui me vient à l'improviste, ne trouvez-vous pas qu'il y a un fil très fin entre la satire et la tragédie, justement? Car quand même, la satire, c'est du rire triste, c'est du rire malheureux, c'est du rire noir. Quand même, il y a de la tragédie là-dedans. Alors, pour ce qui est justement au début du livre, je précise la définition des notions que j'utilise et je définis le rire par rapport à trois dispositifs textuels qui sont donc le comique, l'humour et la satire. Et j'essaye d'établir des liens, des connexions et en même temps, par la même occasion, des spécificités. Et ce que je remarque, c'est que pour la satire, c'est un rire triste, effectivement, parce qu'il s'agit de dénoncer les vices de la société, mais ce qui est en jeu dans la satire, ce qui est très important, c'est un regard de haut. Et Jean-Marc Mourat, qui est un des rares spécialistes de l'humour en France, il a cette formule que moi je trouve particulièrement heureuse. Il dit « l'humoriste voit d'en haut, le satiriste voit de haut ». C'est-à-dire que le satiriste prend la société en la toisant d'une certaine manière parce qu'il a des leçons à donner. Et il juge des comportements, des attitudes, des discours, mais en fonction d'un système de valeurs, en fonction d'un système de valeurs qui est présent dans le texte. Ce n'est pas le cas de l'humoriste. L'humoriste, il a effectivement un regard détaché, mais c'est un regard détaché par lequel il s'implique lui-même dans l'objet risible. C'est-à-dire, il prend de la distance pour mieux regarder
mais en même temps, prenant de la distance pour mieux rire de la société, il se rend à l'évidence que lui-même fait partie de cette société dont il rit. Oui, de Et lui-même. c'est toute la Cette caractéristique. dualité de Voilà. l'autre et du moi. Absolument. Alors justement, il y a une idée, et le public le sait très très bien, lorsqu'il y a une tradition universitaire qui veut que les auteurs marocains soient des satiristes, dans le sens où ils sont un peu des redresseurs de tort. Ils pourfendent par exemple le mkhzen. On parle beaucoup de cette étiquette très communément admise. Ensuite, par exemple, on fait l'éloge du petit peuple. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans les textes marocains, pour peu qu'on les approche, mais de manière plus détaillée, je pense que ces dichotomies, ces dualités, le bon, le méchant, le vicieux, le vertueux, ça n'existe pas dans le texte littéraire marocain. Et donc le texte littéraire marocain, me semble-t-il tout au moins, il est beaucoup plus humoristique que satirique. Que satirique. Parce que les auteurs ne donnent pas de leçons. Peut-être qu'ils n'osent pas, non Non, je ne pense pas. Je pense que la fonction de la littérature, ce n'est pas de donner des leçons. Non, voilà. Un auteur qui Ni de donne des transmettre leçons, des messages. voilà, non, je ne pense pas. Je pense que la littérature n'a pas de message à donner. Je me rappelle peut-être que c'était Sidaki qui leur a dit un jour, une question que je trouve débile, moi, n'est-ce pas, monsieur Fouad? Il leur a dit, Ana Bachi Saïd Baïd. Absolument, voilà, absolument, parce que si on veut avoir des leçons, il faut s'adresser à un frère. Voilà. Un homme de lettres n'a pas de... C'est pourquoi j'apprécie tout particulièrement cette formule brillante d'Henri Meschoni, à qui on a posé la question « Qu'est-ce que la littérature ?» Il a répondu « C'est une forme trait d'union sens. C'est une forme sens. » C'est-à-dire que, en fait, le sens du texte littéraire, c'est la forme du discours littéraire. Et Jean-Paul Sartre, dans Qu'est-ce que la littérature, disait, si un écrivain avait voulu dire, il l'aurait dit. C'est-à-dire, s'il avait un message particulier à faire passer, il l'aurait dit de manière fonctionnelle, de manière utilitaire, d'une certaine manière. C'est d'ailleurs ce qui fait justement, c'est ce qui fait je pèse mes mots, c'est ce qui fait la supériorité du discours littéraire par rapport à tous les autres discours. Discours économique, discours philosophique, discours psychologique, discours sociologique, parce que le discours littéraire, c'est, selon le terme utilisé par Minguenon, c'est un discours totalisant. C'est-à-dire qu'il a cette capacité de digérer tous les autres discours et de les transformer pour en faire quelque chose de nouveau. Voilà. Et donc, il me semble, je vais donner un exemple pour pas que je sois dans les abstractions, je vais donner un exemple très précis. Dans un livre très connu de Fouad El-Aroui, Méfiez-vous des parachutistes. Vous avez je donne cet exemple parce que le public connaît très bien ce roman. Vous avez un certain Bouazza qui atterrit, c'est le parachutiste qui vient du ciel, qui atterrit et qui squatte une maison aux grandes dames du propriétaire de la maison. Alors il lui fait mais évidemment il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Et à travers cette métaphore, ce que Fouad El-Aroui souligne, c'est une collectivité qui ne laisse pas de liberté à l'individu, qui ne le laisse pas libre de penser, c'est-à-dire une collectivité holiste. Mais ce que je remarque, c'est que au moment où les critiques font de ce roman un hymne à l'individualité, en axant le travail sur un passage très célèbre dans lequel le propriétaire de la maison dit à Bouazza
vous savez, vous, en langue arabe, le mot individu, vous ne le connaissez pas. Le mot individu n'existe pas en langue arabe. Vous avez le mot mar', mais le mot mar' ne veut pas dire individu. Pour, d'une certaine manière, dire à l'interlocuteur que les chaînes de pensée de la société arabe sont des chaînes de pensée collectives. Mais ce que l'on oublie, c'est quand on travaille sur le texte de près, ce que j'essaye de faire, c'est que juste avant cet hymne à l'individualité, vous avez le narrateur qui dit « Voilà ce que j'aurais aimé dire à Bouazza ». C'est-à-dire que, en fait, c'est un passage dans lequel s'exprime le désir de liberté, le désir de l'individualité, mais en le disant, le personnage en question n'arrive pas à être un individu, puisqu'il n'arrive pas à le dire à l'interlocuteur, il est obligé de le dire simplement comme un monologue intérieur. Voilà, un monologue intérieur. C'est ça, je pense, la complexité de la littérature marocaine, c'est en même temps qu'elle dit la nécessité d'être un individu, elle dit à quel point il est difficile d'être un individu. Voilà. Sans le dire. Elle le dit sans le dire. Absolument. Ouais. Absolument. Donc vous analysez, monsieur Fouad Mehdi, des auteurs comme Driss Chreibi, comme Fouad Alaoui et Mohamed Nedali. Comment leur style humoristique ou satirique diffère-t-il? Et que révèle-t-il de la société marocaine? Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est déjà de m'inscrire en faux, et merci de me poser cette question pour expliquer un peu le pourquoi du comment. J'ai remarqué en atterrissant à la faculté des lettres, je remercie Madame Rachida Tazi qui me fait l'honneur d'être présente parmi nous. On a travaillé ensemble sur la littérature marocaine, mais ce que j'ai observé, c'est que déjà, on ne parle pas de littérature marocaine. On parle, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on dit littérature maghrébine. Et il n'y a pas de département de littérature marocaine. Vous l'avez soulevé dans votre livre. Voilà, et pour l'anecdote, pour le premier livre, ce qui était à l'origine du premier livre, c'est une discussion avec un collègue qui n'est pas Madame Rachida Tazi parce qu'elle apprécie beaucoup la littérature marocaine, qui j'ai proposé, vous vous en souvenez, d'enseigner la littérature marocaine, et un collègue m'a rétorqué il n'y a pas. Ah bon, est-ce que la littérature marocaine existe? Voilà, et je sais précisément cette phrase qui m'a traumatisé, pour être très sincère, qui m'a traumatisé, qui a été à l'origine du premier livre. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que nous, au Maroc, nous n'avons pas encore pris la mesure de la richesse de notre corpus national. Oui. Et nous héritons de chaînes de pensée qui remontent aux années 70 du siècle dernier, et même avant, puisque au début, il y a eu des travaux, et je dois évidemment dire ma dette à l'égard de ces travaux, en particulier quelqu'un que tout le monde connaît, qui nous a beaucoup aidé lorsqu'on était à la fac, Jean Desjeux, n'est-ce pas, à qui on doit beaucoup, mais Jean Desjeux, et après lui malheureusement Khataibi, qui a fait sa thèse sur le roman maghrébin, malheureusement, quand on lit Jean Desjeux, le présupposé, c'est la supériorité de la littérature algérienne sur la littérature marocaine. On disait maghrébine en général, au lieu de dire marocaine. On disait maghrébine simplement pour cacher algérienne. Simplement. Et la preuve, c'est que son livre consacré à la littérature maghrébine, il étudie, si j'ai bonne mémoire, il étudie 12 auteurs, 2 sont marocains, un auteur est tunisien, Albert Memmi, et tous les autres sont algériens. Et pour cause, Jean Desjeux était un prêtre qui travaillait en Algérie. Donc il a beaucoup travaillé en Algérie.
Et ce qui est regrettable, c'est qu'il a proposé une périodisation qu'il appelle thématique, qui va être reprise par le grand Khatibi malheureusement, sans l'examiner de plus près. C'est que pour lui, la littérature maghrébine commence en 1945, c'est-à-dire au sortir de la Seconde Guerre mondiale, après les événements, les massacres de Stef Galma et Kharrata, lorsque le 8 mai 1945, les Algériens sont sortis pour réclamer l'indépendance. Ensuite, il y a eu les massacres que l'on connaît, et le 8 mai 1945, c'est véritablement le début de la prise de conscience d'une nation algérienne. Tout cela, je l'entends parfaitement. Mais au Maroc, ça a commencé bien avant. Voilà. Voilà. Le premier roman marocain, 32. 32, voilà. C'est 1932, c'est Mosaïque Terni, en 1932. Et lorsque le même des jeux, et ensuite Khatibi, qui va reprendre la même périodisation, dit que 1958, 1962, c'est cette période, il l'appelle la lutte pour l'indépendance. Mais en 1958, le Maroc est indépendant depuis 2 ans. Donc, on voit bien que inconsciemment, il faut lire, son livre est toujours disponible, publié chez Smer, le roman maghrébin. Et donc, on voit bien que inconsciemment, le présupposé, c'est la grandeur de la littérature algérienne. Regardez l'autre ouvrage, j'ai oublié le nom de l'autrice, qui l'a dédicacé à Kateb Yassine. Et pour elle, Kateb Yassine, c'est l'horizon indépassable. Quand on parle de littérature maghrébine, c'est Kateb Yassine. Donc, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que les auteurs marocains ont une spécificité par rapport aux auteurs algériens et tunisiens. Deuxièmement, la spécificité des auteurs marocains, c'est d'abord l'humour. Parce que cette veine existe, mais de manière très marginale, dans la littérature tunisienne et la littérature algérienne. Et donc, l'aspect par lequel notre littérature se distingue dans le champ de la littérature maghrébine, c'est précisément l'humour. D'ailleurs, cela m'a conduit à revisiter des textes qui sont aujourd'hui, semble-t-il, des textes dont la critique est consacrée. Par exemple, la boîte à merveilles. La boîte à merveilles qui est toujours enseignée dans le secondaire qualifiant. Qui enseigne la boîte à merveilles comme un roman humoristique. Justement. Et dans le meilleur des cas, on enseigne la boîte à merveilles comme un roman ethnographique. Parce que des jeux et Khatibi en ont décidé ainsi. Et justement, ce que j'ai voulu démontrer, c'est que en Occident, c'est que les Occidentaux ne sont pas dans un rapport de sacralisation de leur patrimoine. Je veux dire, de leur patrimoine littéraire. Je vais donner un exemple que le public connaît très bien. L'exemple de Zola. L'exemple d'Émile Zola. Émile Zola a été pendant très longtemps considéré comme le champion du réalisme, jusqu'à ce que Henri Mitterrand, à la fin du XXe siècle, c'est un grand spécialiste de Zola, jusqu'à ce que Henri Mitterrand parle de la dimension mythologique dans l'œuvre zolienne. Et ça a complètement bouleversé la connaissance qu'on a de Zola. Malheureusement, chez nous, au Maroc plus particulièrement, c'est gravé sur du marbre. C'est gravé puisque c'est Khatibi, on n'a pas beaucoup de Khatibi pour relire c'est ça. la Donc littérature. on a besoin d'étudiants, on a besoin de chercheurs qui prennent le relais pour renouveler la connaissance qu'on peut avoir de nos auteurs, de notre littérature. Voilà. Exactement.
Merci pour votre réponse. Vous avez vraiment soulevé des tas de thèmes, de choses qui sont très intéressantes à discuter un par un, mais malheureusement le temps ne le permet pas. Donc on va passer à d'autres auteurs dans votre œuvre. Youssef Amin Alami, par exemple, et Wignan, Mustafa Wignan. Quelles innovations, en les étudiant, quelles innovations ou ruptures avez-vous remarqué dans le traitement de la satire par rapport aux générations précédentes? Oui, madame. Si on les compare avec. Oui, madame Houda, je pense que ce qui est extraordinaire dans le champ littéraire marocain, j'ai rarement vu cela, très sincèrement. Ce n'est pas parce que je suis marocain que je le dis, non. J'ai très rarement remarqué dans un champ littéraire un fil conducteur pendant plus d'un siècle, enfin presque un siècle, c'est-à-dire de 1932 jusqu'à aujourd'hui, bientôt un siècle. J'ai rarement vu un champ littéraire aussi cohérent. Et au-delà des différences entre un Shraibi, par exemple, un Labi, par exemple, du fond de l'Ajar, ou par exemple les auteurs de ce qu'on appelle l'extrême contemporain, ce qu'on appelle la nouvelle génération, c'est-à-dire Nedali, Mustafa Bouhimian, en particulier ceux qui véritablement marquent notre champ littéraire, Youssef Amin Alami, et évidemment, j'ai remarqué qu'il y a une continuité par-delà la spécificité qui peut être de chacun. Cette continuité réside dans le fait que, depuis le début, depuis Mosaïque Terni, au final, il ne s'est jamais posé d'autres questions aux auteurs marocains que cette négociation que le Marocain essaye de trouver entre lui, ses désirs, et la nécessité de vivre en groupe. Et donc qu'il s'agisse de textes satiriques ou qu'il s'agisse de textes humoristiques, voilà. Dans tous les cas, depuis Mosaïque Terni jusqu'à Il fait noir chez les Berbères de Mohamed Nedali qui vient d'être publié, eh bien, nous remarquons qu'il y a une espèce d'invariant. Cet invariant, c'est comment le Marocain négocie son existence dans une société où malgré tout la société pèse. Voilà. Vous l'aimez cette continuité? C'est positif pour vous, ou est-ce qu'ils auraient mieux fait de changer, d'avoir un autre parcours littéraire? C'est très positif. C'est très positif. Pourquoi? Parce que ça permet une extraordinaire variété, une extraordinaire richesse, mais avec une ligne, avec un cap. Oui. Avec un cap. Il n'y a pas. Ça s'appelle l'école marocaine, peut-être. Voilà. Je pense que les sociologues doivent travailler là-dessus. Doivent lui donner un nom Absolument. à cette continuité. Merci, monsieur Fouad Mehdi. Et donc, on reste toujours avec les auteurs. Pour en finir cette fois-ci, parmi tous les auteurs analysés, lequel vous semble incarner le mieux le rire marocain, tel que vous le définissez? Et pourquoi? C'est une question très difficile. Évidemment, là, c'est la subjectivité. Évidemment, chacun d'entre nous est libre d'avoir son avis là-dessus, absolument. Mais moi, j'ai un petit penchant, peut-être pour des raisons personnelles, j'ai un petit penchant pour Mustafa Bouhimian. Pourquoi? Parce que Mustafa Bouhimian, c'est un romancier très discret, très modeste, un très grand lecteur, et il a cette capacité, me semble-t-il, d'allier la densité du message. Ce n'est pas un message univoque qu'il nous donne, et en même temps l'architecture du récit. Parce que personnellement, j'aime beaucoup les romans qui ressemblent à un édifice.
un roman bien construit, je veux dire sur le plan architectonique, où on voit les chapitres. Une belle architecture. Voilà, une belle architecture. Je pense que celui qui incarne le mieux ce travail à la fois de densité du sens et de maîtrise de l'architecture, c'est Mustapha Bouhini, me semble-t-il. Parfait. Je ne le connais pas beaucoup. Et donc voilà, on passe donc à la textualité de votre œuvre. Vous analysez les textualités du rire, stratégie, topic, rhétorique, système de valeurs. Parmi ces éléments, lequel vous semble le plus décisif pour comprendre la singularité du rire marocain, pardon. Alors, merci beaucoup Madame Fishtali. Pour ce qui est de l'architecture du livre, elle représente d'une certaine manière l'approche que j'essaie d'inculquer à mes étudiants, c'est-à-dire la méthode inductive. J'observe que malheureusement, les approches qui sont très à la mode aujourd'hui, les approches qui ont le vent en poupe, ce sont des approches qui sacrifient la dimension littéraire et qui font du discours littéraire simplement un prétexte pour parler d'idéologie. C'est surtout ce que j'ai voulu faire, c'est l'inverse, c'est-à-dire plutôt une méthode inductive. Donc je pars de considérations textuelles, j'analyse dans une forme de myopie, j'assume le mot, dans une forme de myopie textuelle mon corpus. Ensuite, plus l'approche progresse, plus je m'éloigne de mon objet d'étude pour lui donner une certaine perspective et faire des stratégies textuelles le lieu de construction d'un discours sur la société, sur le monde, le lieu d'une vision du monde. C'est pourquoi vous aurez remarqué que le début du livre est consacré à ce que j'ai appelé les topics, par exemple le monde comme théâtre, et on sait à quel point le Marocain aime beaucoup la mise en scène, la théâtralisation. J'ai remarqué que notre littérature rend bien compte de cette tendance du Marocain à vouloir un peu exagérément se mettre en scène, et ensuite à partir de là, tout doucement, de manière un peu invisible, je passe vers la question qui me semble au cœur du discours littéraire marocain, qui est la question des valeurs. Donc c'est le texte qui enveloppe l'idée et pas l'idée qui envahit le texte. Justement, l'idée c'est le texte. L'idée c'est en parallèle. C'est ça. Voilà. L'idée c'est le texte. Je donne un exemple très précis. D'aucuns pensent qu'un romancier comme Nedali, que vous connaissez très probablement, un romancier comme Nedali, il est dans la critique acerbe du Mkhzen. C'est l'image que lui-même veut bien donner de ses romans. Par exemple, dans un roman qui, moi, chaque fois que je le relis, c'est toujours un plaisir pour moi, c'est le roman intitulé Le bonheur des moineaux. Le bonheur des moineaux, c'est donc un guide de haute montagne. Ça raconte l'histoire de la visite de la première dame des États-Unis d'Amérique, Hillary Clinton, qui a rendu visite à des écoles en Haut-Atlas, et elle a voulu revoir un guide qui, quand elle était étudiante, l'avait accompagnée dans sa découverte du Haut-Atlas. Et donc, évidemment, c'est la première dame des États-Unis d'Amérique, donc le Mkhzen se prépare. Il faut que la visite soit absolument irréprochable, soit parfaite. Et donc le Mkhzen prépare une gigantesque pièce de théâtre où tout est réglé, où tout est parfaitement réglé, jusqu'à ce que
on demande à des élèves du primaire qui n'ont pas l'anglais au cursus, on leur impose l'anglais pour prononcer un discours à l'endroit de la première dame des États-Unis d'Amérique. Et donc vous avez un élève qui dit, au lieu de dire Morocco, welcome the first lady of the United States of America, il dit the fierce lady, et the fierce veut dire féroce, féroce. Je pense que tu vas apprécier voilà, au lieu de dire la première dame des États-Unis, il dit la dame la plus féroce des États-Unis. Voilà, parce qu'il y a paronomase entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est pour Nedali de dire que personne n'est irréprochable. Ni le Mkhzen, ni le petit peuple. Et le petit peuple, c'est le Mkhzen. Nous sommes le Mkhzen. Le roman marocain nous apprend que nous sommes le Mkhzen. Nous parlons du Mkhzen comme si le Mkhzen était une entité abstraite qui existait en dehors de nous. Mais nous sommes envahis par la culture du Mkhzen, consciemment ou inconsciemment, et je pense que la qualité extraordinaire de la littérature marocaine, c'est de nous permettre de prendre conscience de ce que nous sommes, c'est-à-dire de devenir lucide, si tant est qu'on peut être lucide, sur soi-même. Donc il n'y a pas de, contrairement à une idée communément admise dans la critique littéraire, ce que j'essaie de combattre, c'est qu'il n'y a pas de dichotomie dans la littérature marocaine. Il n'y a pas les dominants d'une part, les dominés de l'autre, les bons d'une part, les méchants de l'autre. Je pense qu'on a caricaturé. Malheureusement, nous les Marocains, nous avons caricaturé notre littérature, et pour peu qu'on s'intéresse véritablement aux structures textuelles, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes et que chacun d'entre nous doit d'abord balayer devant sa porte. En tout cas, c'est la leçon que je tire de la leçon. Mais cette caricature est essentielle quand même dans le rire. Pour faire rire, il faut caricaturer. Donc ça donne une force à cette satire, à cette... Voilà. Nous n'échappons pas à cette caricature. La vocation de la littérature marocaine est de nous dire que celui dont on rit, c'est un peu nous-mêmes. Oui, c'est l'autodérision en nous-mêmes. Absolument. Mais c'est une autodérision un peu inconsciente. Et donc la littérature marocaine, je pense, c'est une leçon d'humilité. Absolument. C'est une leçon de modestie. Les auteurs marocains nous donnent véritablement une leçon de modestie sur ce que nous croyons être et ce que nous ne sommes pas. Exactement. Voilà. Oui, on passe donc à cette modalité de l'existence. Donc, vous avancez que le rire est une modalité de l'existence et une vision du monde. Absolument. Comment le romancier rieur transforme-t-il le rire en une véritable position face au monde? Oui, c'est justement ça, c'est la dernière partie de mon livre, où effectivement j'aborde la question des valeurs. J'avais peur que mon approche du rire ne tourne à l'aspect strictement technique, parce qu'effectivement il y a une partie rhétorique, balara, où effectivement je fais l'inventaire des figures rhétoriques qui reviennent en permanence dans l'humour marocain. Et j'ai voulu d'une certaine manière un peu lier la gerbe en montrant que tout cela n'est pas simplement une forme de divertissement. C'est quelque chose, le rire marocain est quelque chose d'extrêmement sérieux. Voilà ce que j'ai. Voilà, c'est extrêmement sérieux parce que ça dit quelque chose de ce que nous sommes, ça dit quelque chose de la société marocaine et surtout, ça dit quelque chose de ce que nous croyons être. Et il se creuse toujours dans le rire marocain le décalage entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes véritablement. Et donc il m'a semblé que cette idée de Jean Kelevitch, qu'il développe dans son ouvrage sur le rire, qu'il intitule L'ironie,
dans cet ouvrage, il considère le rire moins comme une technique que comme une vision du monde. Il m'a semblé que c'était important d'aller dans ce sens. Et je dois dire d'ailleurs, ici, je dois apporter une précision pour dire à quel point les hommes de lettres sont d'une sensibilité telle qu'ils peuvent, sur beaucoup d'aspects, devancer les philosophes. Jean Kelevitch est un philosophe. Et Jean Kelevitch, en soutenant la thèse du rire comme vision du monde, au fond, il développe une idée qui a été développée avant lui par Pirandello. Et Pirandello, et ça, moi ça m'avait frappé, il fait une distinction entre ce qu'il appelle la constatation du contraire et le sentiment du contraire. Et il donne l'exemple d'une vieille femme. Il dit, face à une vieille femme extrêmement fardée, maquillée avec beaucoup d'exagération, il y a deux attitudes de la part de l'observateur. Soit je ris de ce spectacle parce que j'observe une disconvenance, ce qu'il appelle une disconvenance entre l'état de la femme et ce qu'elle fait. Ou alors, je suppose que je connais cette vieille femme et que, par exemple, elle aime quelqu'un qu'elle veut séduire et que donc elle fait cela parce qu'elle veut aboutir à un objectif particulier. Tout d'un coup, je me retrouve impliqué. Il n'y a plus cette distance. Ce qu'il appelle la constatation du contraire va devenir sentiment du contraire. Et lui, il va justement définir l'humour par rapport à la satire et par rapport au comique comme étant moins la constatation du contraire que le sentiment du contraire. C'est-à-dire à la fois la distance et l'implication. Et c'est ce qui fait que l'humour devient une vision du monde. Donc cet humour sérieux, ne serait-il pas peut-être un discours qui dirait mieux les choses le discours humoristique ne serait-il pas plus convaincant que le discours sérieux? Ne dirait-il pas mieux les choses, plus profondément les choses, plus directement les choses que le discours sérieux? Je pense que, oui, Madame Chali, vous avez entièrement raison. Je pense qu'au-delà de l'humour, c'est la vocation de la littérature, de manière générale. Et plus spécifiquement, la question de l'humour. Parce que, effectivement, la littérature, elle a cette particularité de faire passer un message, je mets le mot message entre guillemets, mais à l'insu du lecteur. Et ce qui est intéressant dans le discours littéraire, c'est sa capacité à être élastique. Et d'ailleurs, si vous me permettez, je propose dans le livre d'appeler cette capacité qu'a le discours littéraire à ne pas être moralisateur, à ne pas donner une leçon, parce que quand la littérature donne une leçon, ce n'est plus de la littérature, absolument. Ce n'est plus de la littérature. Je propose d'appeler ça, sur la base de mon travail sur l'humour marocain, la co-signifiance paradoxale. Pourquoi j'ai appelé ça la co-signifiance paradoxale? Parce que vous avez le préfixe co, le préfixe grec co, qui veut dire ensemble. Donc une signifiance paradoxale où vous avez le roman qui peut être, par exemple, les romans de Nedali. Vous pouvez effectivement les considérer comme une critique du pouvoir, des appareils du pouvoir, mais vous pouvez aussi les considérer comme une critique du petit peuple qui tire profit de cela. Je ne sais pas si vous connaissez le roman de Mohamed Medali, la bouteille au cafard. La bouteille au cafard, je connais, mais je ne sais pas. C'est l'histoire d'un épicier dans un village, d'un bled très lointain du Haut Atlas, et un jour il a la surprise
d'observer un cafard dans une bouteille d'huile d'une marque que Mohamed Nedali intitule le Benna. Voilà. Les spécialistes en marketing devraient s'en inspirer. Voilà. Et donc, cet épicier qui nous ressemble, qui appartient au petit peuple. C'est nous. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de faire chanter le PDG de Benna. Parce que il veut devenir riche. Vous voyez, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que la critique, c'est nous, c'est d'abord, c'est nous. L'autocritique. Absolument. Voilà. Je pense que c'est la grande force. L'autre, c'est nous. Absolument, voilà. C'est la grande force de la littérature marocaine. Voilà. Le rire, monsieur Fouad Mehdi, permet-il vraiment de s'échapper du poids de la communauté? Je crois que vous en avez déjà parlé. Donc, en revisitant le roman marocain depuis ses débuts, quels sont selon vous les moments, les tournants ou les ruptures majeures qui ont façonné l'émergence d'un humour spécifiquement marocain? Comment c'est né cet humour? Je pense qu'il n'y a pas véritablement de moment de genèse, de moment de rupture dans l'histoire littéraire marocaine, parce que malgré tout, notre littérature est jeune. Elle a moins d'un siècle. Oui. Et on ne peut pas se permettre le luxe des ruptures. Ce qui est intéressant... Vous parlez de la littérature francophone. Francophone, voilà. Bien sûr. Parce qu'il y a la littérature, il y a la poésie marocaine. Il y a beaucoup il y a des poètes qui ont écrit le XIVe siècle, qui ont décrit le Ma'arik ديال السلطان الحميد. Voilà, donc on parle de francophonie ici. Oui. Voilà. Je parle de littérature au sens moderne. Le roman. Voilà. Moi, je parle poésie. Absolument. Voilà. Absolument. D'ailleurs, un de mes regrets, c'est de n'avoir pas pu intégrer, j'essaie de le faire sur un projet sur lequel je travaille en ce moment. Un de mes regrets, c'est que je n'ai pas pu intégrer la littérature marocaine écrite en arabe. Oui. Et j'essaie de me rattraper en le faisant pour... Inch'Allah, c'est très intéressant. Voilà. Merci, monsieur Fouad Mehdi. Une question qui m'interpelle et voilà, que je devrais vous poser, bien sûr, tout le monde doit se poser cette question. Comment avez-vous sélectionné les œuvres à analyser? Pourquoi ces œuvres et pourquoi ces auteurs? Et pourquoi ce classement, peut-être? En fait, les œuvres, je ne les ai pas choisies. Les œuvres se sont imposées naturellement à moi. Il est bien évident que il y avait la question de la représentativité, c'est-à-dire est-ce que les textes que j'ai choisis sont représentatifs de la vision de l'humour que je veux décrire, mais au final, je n'avais pas l'embarras du choix, parce que il n'y avait pas beaucoup, comme je le disais tout à l'heure. Notre littérature est jeune, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne soit pas riche. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que j'observe que de grandes figures de notre histoire littéraire, comme Abdeltaf el-Labi, annonçaient à la fin des années 60 la fin de la littérature maghrébine, à l'époque on disait écrite en français, et la persistance de la seule littérature écrite dans des langues nationales, c'est-à-dire l'arabe et l'amazigh. Et heureusement, l'avenir ne lui a pas donné raison, et je pense que notre littérature,
Je parle de la littérature écrite en langue française que je connais le mieux. Oui. Il ne s'est jamais aussi bien porté qu'en ce moment. Oui. C'est-à-dire depuis, disons, depuis le début des années 90 du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui, le champ littéraire marocain est d'une vitalité extraordinaire. Ce qui manque, c'est les lecteurs. D'accord. D'où justement ce qu'a fait ces efforts modestes. Je t'en remercie beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Fouad. Vous avez évoqué la philosophie et la littérature occidentale tout à l'heure en parlant de valeurs, de système de valeurs par rapport au rire, à la satire. Moi, j'ai déjà lu quelque part que, voilà, il y a Voltaire qui dit que la satire est une vérité qui gifle. Je vais citer 3 grands hommes de la philosophie et de la littérature, de l'Occident bien sûr, qui ont associé la satire et le rire à des valeurs, et on verra. Ces valeurs, qu'est-ce que vous, pour vous, quelle est la valeur que vous allez attribuer à la satire? Voltaire a dit que la satire est une vérité qui gifle. Et il y a Rabelais qui dit que le rire est le propre de l'homme. Donc, en disant cela, Voltaire, quand il a dit que ça gifle, il a associé la satire a une sorte de cruauté. C'est cruel, quand même, ça gifle, ça choque, ça fait mal. Il y a Rabelais qui dit que le rire est le propre de l'homme, mais la satire est le propre de l'esprit. On parle toujours de satire, hein? Donc il y a de la noblesse, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'homme, le corps de l'homme, peut-être ce n'est pas le physique, ce n'est pas ce petit homme, c'est l'esprit avec tout son absolu, toute sa grandeur. Et il y a Kierkegaard, on parle de philosophie ici, Kierkegaard qui dit que la satire est l'art de dire la vérité par le détour. La satire n'est pas honnête. Il y a une malhonnêteté dans la satire, donc c'est cruel, c'est malhonnête et c'est noble en même temps. Quel est votre... Oui, je pense, je dois ici juste réagir. Vous étiez en train de poser la question. Moi, je pensais à un auteur qui s'appelle William Marx, qui a écrit un ouvrage très intéressant qui s'appelle L'adieu à la littérature. Et dans L'adieu à la littérature, il revient, je voudrais vous en parler en quelques secondes. Sa thèse est la suivante. Sa thèse, c'est qu'en Occident, le défaut de la littérature, c'est qu'elle est devenue un discours arrogant. Un discours arrogant, c'est-à-dire un discours qui se met en scène lui-même, qui parle de lui-même au lieu de parler de la société. Et la littérature n'a pas vocation à parler d'elle-même. Je ne suis pas en train de condamner les expériences type nouveau roman, absolument pas. Mais je trouve cette thèse très intéressante. William Marx soutient l'idée suivante, c'est que la littérature occidentale est arrivée à une sorte d'impasse, précisément parce qu'elle a commis le péché d'hubris, le péché d'arrogance, qui a voulu qu'elle se théâtralise, elle se met en scène et elle a tourné le dos à sa fonction première, qui est de parler de la société et de parler de l'être humain. Nous avons une chance extraordinaire au Maroc, c'est que notre littérature, depuis 1932, n'a jamais parlé que de l'être humain et de la société marocaine. Même si, à des moments particuliers de l'histoire du Maroc, pour des considérations politiques, sous le règne de feu le roi Hassan II, tout le monde connaît cette période. Il est bien évident que parfois le discours littéraire avait tendance à devenir un peu hermétique, voilà, hermétique. Mais
jamais, c'est pas l'hermétisme du nouveau roman, par exemple comme c'est le cas en France. Jamais, y compris chez quelqu'un comme Abdelatif El-Labi, pas celui du fond de la jarre, d'avant. Par exemple, Feu Ed Mu'ammar al-Malih, par exemple, un discours très hermétique, très difficile à analyser parce que le romancier ne peut pas tout dire, il a peur pour lui-même, n'est-ce pas? Mais malgré tout, en dépit de ces périodes dans l'histoire de la littérature marocaine, je pense que nous avons une chance inouïe s'agissant de la littérature marocaine, c'est qu'elle est le miroir, depuis le début, elle est le miroir de ce que nous sommes. Elle parle de nous, elle parle de la société marocaine, elle parle des transformations de la société marocaine, elle accompagne, elle analyse, et même elle est visionnaire par rapport à ce que sera la société marocaine. Voilà. Merci, monsieur Fouad Mehdi. On a jusqu'à présent parlé de littérature marocaine, francophone, d'hommes. Oui. Et la femme? Alors là, j'ai effectivement eu du mal à trouver des femmes autrices. Elles ne rient pas, les femmes. Elles ne rient pas. On ne badine pas. Absolument. Elles sont extrêmement sérieuses. Ceci étant dit, j'ai analysé Fatima Mernissi sous le prisme de l'humour, ce qui n'a jamais été fait, modestement. Ah oui, j'ai essayé il y a beaucoup d'humour. Voilà. Ce que vous avez fait est extraordinaire. Dans l'autre, moi j'ai lu surtout le oui, la notion des hudud. Oui, les hudud. La notion des hudud. Et je trouve le texte de Fatima Mernissi très humoristique, mais il y a par ailleurs d'autres autrices qui méritent, notamment excusez-moi, la romancière marocaine originaire de Nador, qui a écrit Najat El-Hashmi, qui est une grande figure de la littérature espagnole. Une très grande figure de la littérature espagnole. C'est une romancière qui a de grandes qualités d'humour. Dans Le Dernier Patriarche, par exemple, c'est le diagnostic du rifin, de la psychologie du rifin, mais de manière particulièrement humoristique. Il y a évidemment notre romancière très célèbre aux États-Unis d'Amérique, Leila Alami, qui fait un travail extraordinaire. Mais il faut dire que par rapport aux romanciers hommes, il y a beaucoup moins de romancières femmes qui cultivent, marocaines qui cultivent. Et d'ailleurs, ce n'est pas au Maroc. Absolument. Elles ont tellement d'autres chats à flotter, elles ont tellement de choses à dire. Elles ne sont pas arrivées au stade d'en rire. Elles sont toujours en train d'en pleurer. Donc voilà, merci infiniment Monsieur Fouad Mehdi de nous avoir consacré je crois ça fait 1h15. Le débat avec vous devrait durer des heures et des heures parce que vous savez le livre est très riche et il est vraiment très intéressant, mais on ne peut pas tout dire en l'espace d'un seul café culturel. On va peut-être en organiser d'autres, Inch'Allah, pourquoi pas. Merci, cher Kalima artiste, d'être toujours là. Merci l'équipe Kalima, Baghdadi, qui est toujours là, les autres ne sont pas là. Mais ce sont des femmes, elles sont en train de pleurer, كلهم وليداتهم مازال صغار كيخرجوا من الخدمه كيمشيو يقلبوا على ولادهم دونك ما عليناش ما كيحضروش. Merci Monsieur Bousselham de nous accueillir même si vous n'êtes pas là. ما عرفتش هو كيحضر ولكن اليوم عنده شي شغل dans cet espace culturel. Merci Oustad Husseini, merci à toute l'équipe
le Menouni, le frère Menouni. Merci Si Youssef et merci à tous les gens qui nous soutiennent et qui suivent les pas de Kalimar chaque mois peut-être, chaque mois. Le mois de novembre, on n'a pas organisé de café culturel, mais c'est mensuel. Il y aura un autre rendez-vous, Inch'Allah, avec une femme en décembre, Inch'Allah. Voilà. Le livre est disponible pour ceux qui sont intéressés. Il y a aussi l'autre livre qu'on n'a pas. On a parlé que de Mernissi. Oui. On n'a pas. Donc, on a surtout discuté celui-là. Maintenant, s'il y a des questions à poser à Monsieur Fouad Mehdi sur son œuvre, sur. Bon, j'ouvre le débat. Je note les noms de. Oui. Prêtez-moi votre silence. حنا كنديروا مع ضيافنا. Je vais noter juste ici. Alors le nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Mohamed. Est-ce que je peux poser la question? Non, شوفي الناس اللي غاديين. عطيني عفاك الاسم ديال. بون سي محمد فوالا. Oui. Cher professeur, vous savez que Hans Robert parle de l'écart esthétique. Est-ce que la littérature marocaine avait ces écarts qui ont bouleversé l'attente de certains lecteurs marocains? Bonsoir tout le monde, je suis très ravie d'être parmi vous. Merci à Monsieur Mehdi Fouad de votre invitation. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers l'humour et la sensibilisation du peuple passe plus légèrement et de manière plus efficace, au lieu de critiquer nos conditions de manière directe? Merci. Merci Tihal. السلام عليكم. حاضرة اليوم وبفرح شديد لأحضر لنشاط لأستاذ عرف عنه الكثير مما عرف على أنه استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة ما بين كونه أستاذ أكاديمي صرف وبين يحقق صرامة العلم وأكاديميته وبين دمثة الأخلاق. لا أقول هذا تزلفا وإنما فعلا لاحظته وهو موجود، وأتمنى أن يكون الكل الذي يشتغل على العلم أن يحقق هذه المعادلة. ثانيا أشكر كثيرا الجهة المنظمة التي أتاحت لنا فرصة هذا اللقاء الجميل الذي يتسم بالغنى الغني. والله العظيم هو غنى غني. وانطلاقا من هذه الملاحظة الأولية، أعتذر إذا كنت ربما لا أركب الكلام جيدا، ربما بنوع من التعب. أول ما صادفت الكتاب أنا لم أقرأ، ولكن استطعت الاستفادة من هذه الجلسة الممتعة جدا، ممتعة بجميع المقاييس. العنوان عندما صادفته ولم أقرأ تتمته، فصحيح لأنه يذكرنا بكليشي معروف الذي هو يضحك من يضحك أخيرا، ولكنه استطاع أن يطرح لي نوع من الطرح، واحد الإشكالية، واحد الأطروحة عميقة جدا في الأدب، وهي وظيفة الأدب. وهذه الوظيفة هي وظيفة الإمتاع، وهي منذ ريني وليك وكذا وكذا طرحت، ولكن كيف ننظر إلى الثقافة المغربية، إلى الأدب المغربي، إلى الرواية المغربية انطلاقا من وظيفة إمتاع. وعاد كيجي العنوان الفرعي الذي يحدد هذا الإمتاع من خلال ما يسمى بالفكاهة أو الهجاء أو غير ذلك في الرواية المغربية. عندما كنت أستمع لك أستاذ، والله العظيم قضايا كثيرة طرحت ومهمة جدا وتدفعنا إلى التفكير،
ولكن إذا استطعت أن أجمل ذلك في قضايا كبرى مهمة، هي أولا خصوصية الأدب المغربي الصرف المغربي، عندما نقول ماروكان ماشي المغاربي، وهذه الخصوصية التي تميزه عن التونسي وعن الجزائري بالخصوص، وهي في هذا الموضوع بالضبط. وعندما تطرح هذه الخصوصية تطرح انطلاقا من مشروع، يعني القليل الذين يشتغلون عن مشروع فعلا، لأن يمكن نكتب مقاله ونكتب كذا، ولكن ما نستطيعش يكون عندي واحد المشروع ومشروع وطني، لان حتى في الفلسفه ديال اي دوله ديال المغرب على ان المغرب هو يريد ان يركز وان يعطي هذه الخصوصيه للتراث المغربي، فتتلاقح نظرتك ومشروعك مع مشروع وطني اجتماعي سياسي صرف. وهذه نقطه مهمه جدا، وخصوصا على انها لا تأتي من أنها غير مشروع نظري، بل يعني المشروع يفكر فيه بعمق فكري أكثر، كنقول فكري أقرب لما هو فلسفي. ما عرفتش واش أنا صحيح ولا هذا. لماذا؟ لأن عندما نشتغل في الرواية، عندما يشتغل الأستاذ في الرواية المغربية المكتوبة بالفرنسية عن ربما آليات إدراك الإنسان المغربي لذاته وإدراكه لمجتمعه، وهو إدراك يعني فيه نوع من الهجاء والنقد اللاذع، لأن في الهجاء كاين نقد لاذع للذات ونقد لاذع للمجتمع، وهو أيضا فيه فكاهة. هذه الفكاهة ليست فكاهة سطحية أو فكاهة من أجل الفكاهة، وتعطينا نوع من التفكير في الذات المغربية، التفكير في الذات الفردية والجماعية، وبالتالي تقترب من الاشتغال الفكري بالإضافة إلى الاشتغال الأدبي. ومن هنا يطرحني سؤال: ألم تفكر سيدي بأن تشتغل على الرواية المغربية المكتوبة بالعربية، فتنتقل بذلك إلى حقل المثقفة للمتلقي الغربي؟ وهذه عاوتاني واحد الوظيفه وطنيه، ووظيفه اتجاه اخر الذي لا يعرف ما هو مكتوب باللغه العربيه، ونوصل اليه. وربما نستطيع ان يؤسس واحد المشروع اللي هو متكامل فيه نوع من الشموليه. طرحتي استاذ اسمح لي، ربما هذا طرحتي واحد القضيه ديال اللغه، عندما نتحدث عن مثلا الادب المكتوب باللغه الفرنسيه، وربما لم تكن تعطى له تلك القيمه التي التي يستحقها في بعض الاحيان. ما عرفتش واش فهمت مزيان ولا لا. قلت بان في بعض الاحيان ان هذا الادب المكتوب يضع الاخر خصوصا الفرنسي امام ان يجد لغته في نوع غريبه عنه. ما عرفتش واش فهمت ولا لا. انا ما عرفت، كنزيد ناكد على ان لماذا هذه اللغة غريبة عنه؟ لأن أي لغة ليست وعاء، وإنما هي محتوى حضاري وثقافي معجون بها، وهي هوية. كيفما كانت هذه الهوية متعددة إلى غير ذلك، فعندما تأتي بهوية فيها الأمثال، فيها الأدب، فيها مجتمع آخر بتفكيره وآليات تفكيره، وتغمسها داخل لغة الآخر، فإنك كأنك تصفع وتقول انظر إلى أن لغتك أصبحت تتسع إلى شيء أكثر غريب عنك. فبالتالي ربما تصبح هذه الهوية التي ربما يظن البعض في فرنسا على أنه هي صرفة لذات بيضاء صرفة، فهي تتسع لهويات أخرى. أعتذر كثيرا عن هذا التدخل الطويل. Donc, كاين شي سؤال آخر؟ وي باردون. بونجور. لا حيت ما يمكنش ما ندخلش من بعد هادشي اللي تقال. فرانشمون تبارك الله عليك، لان نهار اللي خصها الكلام كله اللي قلتيه ياخذوا المفرسون ويعاودوا لابروش ديالهم للادب الفرانكوفوني.
يعني كيخصك شي مسائل لان المساله اللي مهمه واللي كنظن السي المهدي غيكون متفق معايا ومعاك عليها هي ما كاينش شي ادب اللي ما عندوش واحد لاسبي اللي هو انثروبولوجي فهمتي واللي خصك انت هو اشكاليات اللي عندهم علاقه مع التساؤلات الحاضره اللي عندهم علاقه مع الهويه ومع الهويه ما هياش سي با كومون دير سي با essentialiste. On n'a pas une identité parce qu'on est d'origine marocaine, mais notre identité est forcément travaillée par plusieurs flux qui viennent de plein d'endroits différents, etc. Donc, je vais vous dire bravo عليك وعاد غنرجع للناس الموالين الدار وموالين العرس parce que j'en ai l'occasion, sinon je serais partie, je vous aurais parlé de façon directe entre nous. Mais franchement, je vous félicite d'avoir créé cet espace de débat. C'est la deuxième fois que je viens. Et à chaque fois, je suis très agréablement surprise par la qualité du débat. Et évidemment, je ne peux que dire tout le plaisir que j'ai eu à écouter Fouad Bidi, qui je l'ai connu en tant qu'étudiant brillantissime, et là je le retrouve en tant que chercheur encore plus brillant, donc je lui dis bravo. Et alors je le félicite. Alors pour en revenir à la qualité académique de son travail, je trouve qu'au Maroc, on a de très rares personnes qui ont l'audace. La liberté, a dit Kant, c'est l'indépendance même, c'est oser savoir. Il a l'audace de repenser tout ce qui a été écrit sur la littérature maghrébine et marocaine depuis Jean Desjeux, Bonne et compagnie. Donc franchement, c'est une fierté d'avoir des jeunes chercheurs de son académie qui sont en train de refonder tout le discours critique et peut-être de théoriser à leur manière, puisqu'on voit que des concepts commencent à apparaître, de théoriser à leur manière la critique littéraire. Donc c'est très très important parce que jusqu'à maintenant, de toute façon, nous sommes soumis dans notre perception de nous-mêmes au regard que l'autre porte sur nous. C'est valable pour la critique littéraire, mais c'est aussi valable pour l'éducation, c'est valable pour l'enseignement, c'est valable pour tout. Nous n'avons pas encore eu la capacité nécessaire de récupérer, c'était le projet de personnes comme Léopold Sédar Senghor, de récupérer notre image du regard exclusif de l'autre que l'autre porte sur nous. Donc pour ça, je vous dis bravo. Sauf que comme j'ai gardé les mauvais réflexes du prof, j'ai quand même une petite chose. Parce que là, vous dites que jamais la littérature marocaine s'est aussi bien portée. Effectivement, sur le plan éditorial, il n'y a jamais eu autant de romans et de recueils de poésie qui ont été déversés sur les étalages des librairies. Mais je pense que ce qui nous manque, c'est justement un discours critique averti qui va permettre, alors il y a deux choses, le discours critique, et ce discours critique, il doit franchement s'ouvrir sur les immenses problématiques qui sont en train d'occuper le monde actuellement, qui sont des problématiques liées à ce qu'on appelle le décentrement, c'est-à-dire le fait que le Sud doive, mais le Sud Koulo, doivent récupérer le discours sur les grandes problématiques du monde qui sont la liberté, l'égalité, l'écologie, voilà. Donc, pardon, qu'il y ait un discours critique qui nous permette de séparer le grain de l'ivraie, comme on dit. Et l'autre chose, c'est que vous vous occupiez un peu d'éducation de la taille, parce que vous le savez peut-être, mais en fait, moi, je suis passée, sans quitter la littérature, mais je suis passée du côté de la didactique, parce que je considère que c'est là que tout se passe. D'abord, la didactique de la littérature est en train de fournir à la critique littéraire de quoi renouveler ses configurations théoriques. Ça vous le savez peut-être, mais puisque la didactique de la littérature est partie du principe que la littérature ne doit pas justement, on ne doit pas dire adieu à la littérature, parce que l'adieu à la littérature n'est pas lié qu'à
qu'à des choix qui viennent des écrivains eux-mêmes, les choix des écrivains de prendre telle ou telle voie. Ça, c'est lié à des paramètres, des facteurs qui sont historiques, qui sont liés à l'histoire de la littérature. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le tsunami néolibéral qui a fait qu'on a eu besoin plus de gens qui vont être des ressources humaines, donc qui ne doivent pas penser, qui ne doivent pas analyser, qui ne doivent pas lire, et qui doivent être soumis à ce qu'on appelle l'industrie culturelle de l'abêtissement généralisé, c'est-à-dire la télé, les médias, Internet, etc., et qui sont facilement manipulables. Alors que, vous l'avez dit, la littérature, c'est ce qui permet d'ouvrir les yeux, d'être lucide par rapport à ce qui nous entoure. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu comme une espèce de mouvement militant très fort, surtout dans le domaine francophone occidental, pas de notre côté, qui a pris en main cette affaire. Et ceux qui ont pris en main cette affaire, ce sont d'abord des littéraires. Et qui ont repensé tout ce que la critique structuraliste et le post-structuralisme avec les théories de la réception, parce que ça les intéressait, les théories de la réception. Et normalement, ils sont en train de former des lecteurs et ce qu'ils appellent des scripteurs. Donc, ils ont pris les théories de la réception, ils les ont vraiment enrichies à un point tel que maintenant, il y a des configurations qui sont définitivement modélisées, donc on pourrait se servir. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que des gens comme Mehdi, ce soir-là, en novembre 2025, nous fassent plaisir et se fassent plaisir en ayant un discours érudit sur la littérature maghrébine. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que demain, il y ait des gens qui vous lisent et qui lisent la littérature maghrébine. Et ça passe par l'école. Et là, c'est l'école qui crée la réputation de ce qui est littéraire et de ce qui ne l'est pas. Et c'est l'école qui perpétue quelque chose qui est très important, c'est de former des générations de citoyens, de vrais citoyens, dont l'indépendance d'esprit est créative. Vous voyez ce que je veux dire? L'école, elle n'est pas faite pour former des gens qui vont être préparés à l'emploi. L'école a cette formation d'esprit libre. Et si vous abandonnez Ntouma à l'université, parce que là, pour l'instant, vous l'avez abandonné complètement, puisque le projet éducatif marocain, en tout cas en matière d'enseignement de langue française, n'appartient pas au Maroc, il appartient à la France, au français langue étrangère, qui fait tourner le ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, c'est pas un projet marocain. Alors que vous vous battez pour donner de la visibilité à la culture marocaine. C'est extraordinaire, moi je trouve ça vraiment bravo. Dites-vous bien qu'à l'école marocaine, c'est-à-dire du primaire jusqu'au lycée, et dorénavant l'université elle-même, puisque à l'université on vous impose des programmes maintenant, le prof n'est pas libre de choisir, c'est ça, c'est pas rien. À l'université, on a instillé des choses qui viennent de l'enseignement du français dans l'étrangère. Donc là, pensez à ce que vous pouvez faire pour que le roman maghrébin, la littérature marocaine, qu'elle soit بالعربية أو بالفرنسية أو بالإنجليزية ou l'espagnol. Il y a un mouvement maintenant d'écrivains marocains en langue espagnole, que ça passe le seuil de l'école. Mais pour que ça passe le seuil de l'école, il faut s'occuper de ce qu'on appelle la didactisation de l'enseignement de cette littérature. هادشي اللي كان وصلت لكم سمحوا لي ولكن هي الفلتة ديالها هي اللي هضرتني سينو ما كنتش C'est tout? Est-ce qu'il y a d'autres femmes? Je voudrais seulement parler de la réception critique de la littérature maghrébine autrefois et aujourd'hui. Alors autrefois, on disait que cette littérature fait rire les Parisiens. Et c'était un reproche, c'était une insulte pour cette littérature, qui est une littérature des aliénés, de l'aliénation et aussi. Maintenant, avec monsieur Mehdi Fouad, le génie de la littérature maghrébine, on assiste à une nouvelle image de cette littérature. Il a su et pu
mettre en valeur le côté humoristique de cette littérature, et c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Il y en a d'autres? Si Fouad, oui? Il y a quelqu'un? Oui. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك أنا جيت في الجزائر الحقيقة باللغة العربية نشرها باللغة الفرنسية. سمعت السي فؤاد السي مهدي فؤاد. C'est une personne notable que j'estime beaucoup. Il était le professeur de ma fille. Donc je suis venu en amoureux et non pas en amoureux pour assister à cette ambiance mondiale importante. Une ambiance de compétences hors normes et hors du commun, dans le sens où il y a une explicitation convaincante, exhaustive et perspicace de la part d'un professeur que j'estime beaucoup. Donc, dans ce cadre-là, j'ai une petite. Donc, dans le cadre de le rire, il y a un principe capital dans la vie qui dit qu'il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. Donc, le rire, dans ce cas-là, c'est une thérapie efficace et efficiente, dans le sens d'alléger, d'atténuer les actes de l'existence et le tourment de la vie. Le deuxième volet de ma petite intervention, c'est que le rire, vous avez parlé, si vous êtes, du rire sarcastique et du rire humoristique. Dans le cadre de la jurisprudence littéraire, je dirais même didactique et pédagogique, je dirais qu'il existe un rire factice, dans le cadre qui relève d'une phobie qui gangrène l'individu de l'intérieur. Et ça relève ipso facto d'une hypocrisie sociale qui s'instaure, qu'on le veuille ou non. Et merci beaucoup pour votre intervention. Merci monsieur. Avant de passer le micro à Sifouad, j'aimerais juste répondre à votre proposition d'intégrer l'étudiant et l'élève à la littérature et tout. Justement, c'est une idée qui me tient à cœur et qui m'a été proposée. Il y a un projet qui m'a été proposé par un ami de Marrakech, je ne sais pas si vous le connaissez, Moulay Siddak. Oui, exactement. Alors, Moulay Siddak, le projet de Marrakech qui est extraordinaire, le prix de l'étudiant, le prix littéraire de l'étudiant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il les œuvres de l'année, ou il يعطيهم les élèves, les étudiants, il fait ça avec oui, là, les étudiants, il a fait quoi, il ne fait pas les écoles, il fait pas les écoles. Et donc, avec le projet qui fait les souvent, où les dates s'écrivent les livres et à la fin, ils votent pour le meilleur prix de l'année. Ça fait de la 3e édition. Il m'avait proposé de faire pareil ici à Ménès quand j'étais encore l'enseignement, mais moi je ne suis pas à la fac, j'étais prof du second cycle et je voulais tellement le faire. Malheureusement, Marrakech n'y a pas été. Bon, on va dire que l'administration, l'enseignement pour moi, et moi j'avais déjà demandé ma retraite anticipée au Safé Omjis. Mais vraiment, j'applaudis Moulay Siddak pour ce projet. والله العظيم كنت غادي نشتغل معاه فيه ودابا انا بروبوز مسيو فؤاد كيسكو vous en dites عارف حتى البروجي ان شاء الله زعما ما بغيناش نديرو شي حاجه moi je suis en contact avec lui كنصيفط لي كاع لو بروجي زعما باش نفعلو هنايا في الكلاس بكليس on a besoin vraiment voilà donc le micro à Sifouad pour répondre à vos questions. Merci beaucoup madame Chtali, je remercie le public pour ces réactions, pour les témoignages, je vous remercie beaucoup. Je vais établir des recoupements pour ne pas monopoliser la parole, à commencer par ce projet qui est en fait chapeauté véritablement par Mahi Benbi, un autre romancier marocain. Sur les étoiles de... Voilà. Vous parlez des étoiles de Jeanne. Surtout, j'ai travaillé beaucoup sur un roman que je considère, que je recommande vraiment vivement au public, dans lequel Mahi Benbi raconte l'histoire de son propre père, qui était le fou du roi. Voilà, qui était le fou
du roi Hassan II, voilà. Et c'est le roman est vraiment magnifique, d'humour très subtil. Et puis l'humour de Bin Bin. L'humour de Bin Bin, c'est vraiment... L'humour de Marrakech. L'humour de Marrakech. Alors pour l'écart esthétique, et peut-être la remarque de Madame Hermansi, qui est toujours évidemment très pertinente dans ses prises de parole, si Touhi, je te comprends tout à fait. Je pense que tu rejoins notre professeur Saad Ahmed Tankoul, qui lui parle et il attend toujours Sadma al-Istatiqiya. C'est comme ça qu'il l'appelle, le choc esthétique. Et moi, évidemment, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. Je ne suis absolument pas d'accord. Je pense que la littérature marocaine ne peut pas se permettre le luxe d'attendre une espèce d'écart esthétique ou de choc esthétique. Je pense que la qualité viendra plus tard. Nous avons d'abord besoin d'hommes de lettres, de romanciers, de poètes, d'hommes de théâtre, et l'histoire littéraire plus tard se chargera justement de séparer le grain de l'ivraie, comme cela a été dit tout à l'heure par mon professeur Madame Hermansi. Je voudrais juste te rappeler, Siftou, un détail anecdotique. Proust, le grand Proust. Est-ce que tu sais que À la recherche du temps perdu a été refusé par Gallimard au début, parce qu'on a considéré que c'était un navet, alors que ça va devenir plus tard, évidemment, absolument. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que même la notion d'écart esthétique de chef-d'œuvre, c'est une notion très relative. C'est une notion qui va dépendre de circonstances particulières, de l'industrie du livre, du discours critique, de l'imaginaire d'un peuple à un moment donné de son histoire. Et donc moi je pense que ce dont le Maroc a besoin, c'est d'abord d'hommes de lettres. Après, évidemment, Madame Hermansi a parfaitement raison. Je pense qu'il est grand temps pour que nos responsables au ministère de l'Éducation nationale prennent la mesure de la richesse de notre littérature et pensent à faire en sorte que cette littérature soit enseignée. C'est très important. C'est seulement de cette manière qu'on va effectivement, véritablement produire des lecteurs de la littérature marocaine. Encore une fois, pour l'anecdote, est-ce que vous savez qu'il fut un temps où le texte de Abdel-Latif El-Abi, le fond de la jarre, était proposé pour être enseigné dans le secondaire qualifié. Et nos responsables, malheureusement, je le dis avec beaucoup d'amertume, nos responsables ont opposé une fin de non-recevoir au motif que Rita, le personnage principal, la mère de Namous, Rita, au moment où elle va demander la main d'une fille pour son fils aîné, Driss, eh bien on va exiger de la famille du marié énormément, une dot qui au-delà de ce que peut faire cette famille. Et que dira Rita, parce qu'elle a le sens de l'humour, elle dit, mais est-ce qu'on va se marier avec la fille du sultan? Est-ce qu'elle, excusez-moi, cher public, est-ce qu'elle chie des cornes de gazelle? Voilà. Et pour cette phrase, eh bien, on a refusé, c'est une justification officielle, on a refusé que ce chef-d'œuvre absolu, le fond de la jarre, soit au programme justement du lycée. Donc il faut qu'il y ait véritablement une prise de conscience de la part de nos responsables pour prendre la mesure de la richesse de notre corpus national. Pour ce qui est évidemment de l'intervention de Madame Bourkadi, Arabiyatuki fasihatu jiddan, j'apprécie énormément, j'apprécie beaucoup
vraiment. Et je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que effectivement, la fonction de la littérature, c'est d'abord de communiquer des émotions. Je ne sais pas qui disait, c'est peut-être Dubrovski qui disait la littérature c'est une voix, VOX, qu'un homme adresse à d'autres hommes. Et je pense que au final, la valeur de la littérature, c'est l'émotion au-delà du discours critique, technique que des spécialistes peuvent tenir. Je pense que l'intérêt de la littérature, c'est de donner la possibilité de rêver. Et comme je le disais, je ne sais pas si tu étais là, mon grand regret, c'est de ne pas avoir pu intégrer le corpus marocain écrit en arabe, mais je promets que je le ferai pour le prochain projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, excusez-moi, oui. Le rire, effectivement. Le rire comme... Il y a les deux. Oui, alors justement parce qu'il y a un point commun entre les deux interventions, évidemment, le rire, c'est Freud qui le disait dans un petit texte admirable sur la question du rire, et c'est très intéressant de remarquer que le père de la psychanalyse, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a forgé ses concepts clés dans la littérature. Quand on parle de complexe d'Oedipe ou de complexe d'Electre, etc., c'est intéressant de remarquer que ces concepts clés sont puisés dans la littérature. Et donc pour lui, effectivement, le rire est un puissant vecteur de plaisir, de liberté, mais c'est aussi, et vous avez raison de le souligner, c'est aussi un miroir qui nous impose l'image de ce que nous sommes véritablement, au-delà de ce que nous pensons être. Encore une fois, merci beaucoup. Je réitère mes remerciements ici de Sylvain. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Merci beaucoup. Il a gentiment mis à notre disposition la salle. Et merci encore une fois à Madame Houda. Merci au public. Merci. Merci.